Après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Alors donc, la Côte d'Ivoire est une démocratie. Elle est vivante, elle est vibrante. Et à raison de toutes ces difficultés, notre frère Afin Guessan, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé d'avoir un partenariat du FPI avec le RHDP. Nous devons toujours avoir les bras ouverts et accepter tous ceux qui veulent la paix, ceux qui veulent la stabilité de notre pays. Vous avez entendu, non? Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Le président Ouattara dit, les conneries que vous avez fait en 2020, là, qui sera plus dur avec vous en 2000, c'est-à-dire à partir de 2020, le jour où il a annoncé ce discours-là, il dit même tentative de coup d'État, ça ne va pas exister dans le pays-là. À plus forte raison, dit que vous allez faire soulèvement populaire. Et c'est clair, vous avez entendu, c'est pas moi j'ai dit, hein. Et donc là, ce qu'il dit là, pour vous prouver que c'est la vérité là, moi je préfère vous avertir, hey, à partir de 2025, il y a un constructeur français des automobiles, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale à Palo là. Si vous voyez les véhicules là, moi j'ai déjà vu. J'ai vu la photo. Hey, voiture là même fait peur même. Ça sera spécialement fait pour la gendarmerie à Palo. Le constructeur français s'appelle Sofram, S-O-F-R-A-M-E. Ils vont livrer assez moyen de véhicules blindés. Ça là, c'est pour 2025. Moi là, je ne fais que vous dire, si vous voulez, sortez pour faire soulèvement populaire. Mais le président a dit, il dit, ce que vous avez fait là, on ne sait pas si votre mouvement, comment ça s'appelait déjà, CNT ou CNPT ou ENPT là. Il dit, c'est pas parce qu'il ne sait pas que c'est CNT, hein. C'est parce qu'il est énervé. Il dit, vous êtes dans connerie. Mais connerie là, son temps est terminé. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant là, comme c'est la France qui protège Alassane Ouattara, dans même 2025 là, on va dire aux Français, ils n'ont qu'à quitter entre nous. Dès le 30 janvier 2025, on va appeler le camp des Français là, camp GCA Ouattara Thomas Dakin. Il n'y aura plus de Français, il n'y aura plus de mercenaires. Comme c'est eux qui ont protégé Ouattara là, pour le mettre au pouvoir là, ils ne seront plus là. Il n'y aura plus de Français. Maintenant là, vous allez bander vos muscles. Et puis maintenant, pays là, on va se casser les gueules. Il n'y aura plus de Français. Mais qui s'est fait protéger par l'armée française? Quand on a été des inaptes, des vauriens, il faut qu'on rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vous les gens du FPI. Ça est devant tout le monde. Au soir du 19 septembre 2002, quand il y a eu les attaques, qui a demandé à activer la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire? Qui a demandé? Il s'appelle Laurent Gbagbo. C'est sur l'ordre de qui il y a eu la zone tampon entre le nord et le sud. C'est Laurent Gbagbo qui a dit aux Français, mettez-vous entre nous et eux. Qui a dit que si je discute aujourd'hui, c'est parce qu'on a perdu la guerre. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Mais les Français étaient avec lui. Ouattara n'a jamais appelé officiellement les Français à l'aider. Contrairement au mensonge que vous voulez dire, qui a fait appel à l'ONU ici? C'est Laurent Gbagbo. Aux accords de Pretoria, en 2005, qui a dit aux certificateurs et à l'ONU de venir certifier nos élections? C'est Laurent Gbagbo.
Et donc, en faisant appel à l'ONU, en impliquant l'ONU dans nos affaires, est-ce que les opposants pouvaient te forcer, toi en tant que président, pour dire que nous les opposants, on veut qu'on certifie les élections? C'est toi-même qui as demandé. Qui a demandé à l'ONU de venir ici quand il y a eu la guerre? C'est toi, Laurent Gbagbo. Et donc là, c'est ton propre couteau qui s'est retourné contre toi. Comme l'ONU là, c'est plusieurs pays qui contribuent pour que l'ONU soit l'ONU. Tes conneries que tu as fait, puis tout le monde en avait marre là. Ils ont voté une résolution pour casser ta gueule. Laurent Gbagbo. Sinon là, les Français, eux là, ils ne pouvaient pas se lever pour venir t'attaquer. Tu n'es même pas important. Tu étais un homme déjà fini, reclus à Abidjan. Pendant combien d'années? De 2002, du 19 septembre 2002 jusqu'en avril 2011, tu n'as même pas pu reprendre, même 1 mètre. Même 1 centimètre, tu n'as pas pu reprendre. Ça veut dire que tu étais déjà un homme fini. Et donc là, si de 2002 jusqu'en 2011, tu n'as même pas pu récupérer 1 centimètre. Donc ce n'était pas pour prendre Abidjan qui allait être problème. Mais ceux qui te protégeaient là, ce sont les Français et l'ONU. Mais quand tu es rentré, tu les as appelés pour venir faire élection. Tu as perdu l'élection et puis tu veux te foutre de tout le monde là. C'est là ils ont voté une résolution pour dire, bon, lui casse les couilles et puis on s'en va. On n'a pas le temps pour ça. Ça, quand c'est bien fait et c'est bien compris, je vais maintenant te rappeler que vous les pro-Gbagbo là, quand Ouattara a pris le pouvoir en 2011, vous vous êtes réfugiés en masse, en tas au Libéria et puis au Ghana. Et puis, chaque jour, sans aucun appui de l'armée française en Côte d'Ivoire, on a pu déjouer tous vos coups d'État. Il y a eu plus de 100 attaques de 2011 à 2019. Est-ce qu'on ne les a pas déjoués? Et c'est vous qui allez venir dire, non, nous on a eu pitié de Ouattara. C'est pourquoi on n'a pas fait coup d'État. Nous on est civilisés. Vous des maudits comme vous, des animaux comme vous, des inaptes comme vous, des chiens errants comme vous. Ah, il aime m'insulter. Si tu n'aimes pas, il faut venir m'insulter aussi. C'est parce que j'ai ma vérité. Et ma vérité là, des ignares et des inaptes, des incapables comme vous là, pour enlever votre sauvagerie dans votre corps, il faut qu'on vous traite comme des animaux. Sinon là, vous n'êtes pas mieux élégant en termes d'élégance que moi. Mais quand quelqu'un est plus bas que la terre elle-même là, c'est comme si tu parlais à un cadavre. Même Lazare est mieux que vous. Et c'est pourquoi le langage que vous pouvez comprendre là, c'est ça qu'on utilise pour vous parler. Parce que votre sauvagerie là, c'est trop ancré dans vos corps. Je vous ai dit, tout ce que j'ai dit là, je suis tellement précis que je vais vous donner aussi les références. Vous avez fait plus de 100 attaques. On a attrapé beaucoup de vos gars. Vous avez fait des attaques à partir même du Togo. On a attrapé les leaders Kwasi. Vous avez fait des attaques. On a attrapé plusieurs de vos gars. Mais toutes vos attaques ont été complètement enrayées, annihilées, effacées, neutralisées. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a dit « Ah, si l'armée française ne vient pas, c'est gâté pour nous. » Ça là, c'est ça qu'on appelle une vraie armée. Le 13 mars 2016, attaque terroriste à Grand Bassam. Avant que les Français ne viennent là, qui était sur le terrain? On a maîtrisé le terrain avant que les Français ne viennent. Mais si c'était vous là, vous allez abandonner Grand Bassam dans la main des djihadistes. Côte de la Manière, vous avez abandonné le reste de la Côte d'Ivoire, les zones CNO là, dans la main des rebelles. Donc quand on a un incapable, un vaurien, un médiocre, on ne prend pas sa médiocrité pour en faire une vertu. Même si vous ne voulez pas l'assumer, on va vous dire ça. Le 19 mars 2021, parce qu'il faut être très précis de façon chirurgicale pour qu'on se comprenne très bien. Si vous avez été un régime de plaisantins qui s'est amusé avec la sécurité de la Côte d'Ivoire, alors qu'il est sorti ici dans sa web pour dire que lui va protéger les Ivoiriens, a-t-il été capable de protéger les Ivoiriens? Non. Donc il a été un incapable. Le 29 mars 2021, les attaques de Kafolo, qui peut dire que lui ne sait pas? Ce que j'ai dit là, c'est pas loin. Si tu dis que c'est faux là, il faut taper sur Google. Peut-être que je suis en train de mentir.
Je suis en train de faire mon one-man show. Faut taper. Si tu découvres quelque chose d'autre, tu sors, tu viens ici, là. Si tu as pu démentir, même une virgule de ce que je dis, là, je te donne 1000 dollars américains. S'il y a quelqu'un qui peut dire que ce que tu as dit ici n'est pas vrai, même une seule parole dans tout ce que j'ai dit, là, chaque fois que tu vas pouvoir prouver, je te donne 1000 dollars. Mais il n'y aura pas un garçon sur cette planète Terre, là, pour venir faire ce défi. Parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour dire les faits. Est-ce que la première attaque de Kafolo, ce n'était pas le 29 mars 2021? Pardon, la deuxième attaque. Puisque la première a eu lieu le 11 juin 2020. Deuxième attaque, Teini et Kafolo, ça a eu lieu, si je prends le cas de Kafolo, ça a eu lieu le 29 mars 2021. Attaque simultanée. Et après ça, le 19 octobre 2021, Teini a été encore attaqué. Ça fait 4 attaques djihadistes. Mais est-ce que vous avez entendu qu'on a appelé les Français ou même une force étrangère pour venir nous aider? Quand le président vous dit que notre armée s'est professionnalisée et que notre armée aujourd'hui a atteint un point culminant où elle peut maîtriser des guerres asymétriques, où elle peut maîtriser des attaques internes, où elle peut maîtriser des attaques à partir de l'extérieur. Quand vous vous êtes coalisé le 27 mars 2024 pour attaquer à partir de la frontière de la Côte d'Ivoire, vous avez été neutralisé dans les 30 minutes qui suivaient. Qui a fait ça? C'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Propre, un travail propre à la seconde près. Quand ils sont allés attaquer le camp de Teini le 19 octobre, j'ai dit, on a braisé le djihadiste. Ils vont s'en souvenir pour toute leur vie. Et j'aurais pu vous citer à l'appel la toute dernière attaque qui devait se faire, où on a découvert du matériel militaire, des trucs. Pourquoi Soro Guema a fui pour aller au Mali? Pourquoi il a fui le Burkina pour aller au Mali? Mais on a attrapé encore certains de vos gars. C'est vous qui faites beaucoup de bruit. Sinon, vos gars qui étaient postés, on les a attrapés. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, on ne va pas parler beaucoup. Nous, on ne parle pas beaucoup, mais on sait se faire respecter. Et c'est très important que les uns et les autres respectent cette armée de la Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo, si tu n'aimais pas l'armée française, en novembre 2004, là, tu devrais dire, je mets fin à toute la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire. Après ce que l'armée française a fait à tes jeunes patriotes, ils les ont déculottés et ils les ont chicotés devant tout le monde. Ils ont réduit ton armée en bouillie devant tout le monde. Mais un homme là, si tu avais un peu de dignité là, tu dis, compte tenu de ce qui est arrivé là, je mets fin à toute coopération militaire. Mais pourquoi tu n'as pas mis fin à la coopération militaire? C'est parce que tu étais un vaurien en puissance exponentielle et illimitée. Et ça là, nous on va te dire ça. Ça va te faire mal avec tes vauriens de partisans. Mais moi je vais vous dire ça. Si vous confiez le destin de la Côte d'Ivoire à Laurent Gbagbo, je vous dis, dans les 48 heures qui suivent, les djihadistes prennent toute la Côte d'Ivoire. Si vous confiez la Côte d'Ivoire à Tidiane Thiam, dans les 72 heures qui suivent, la Côte d'Ivoire devient un terrain de jeu du grand banditisme, des terroristes, de tout acabit. Il y a qui peut protéger aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme le président Ouattara? 33 coups d'État. 33 coups d'État. Qui a fait ces coups d'État là? Vous pensez que les gens sont bêtes? Les attaques de Ndoutra n'étaient pas coups d'État. C'est pas vous les gars qui avez fait ça. Sinon, pourquoi votre déchireur des bulletins se retrouve à la justice? Damana Adiapika se retrouve là-bas. Parce que les Libériens qu'on a attrapés là, on a retrouvé de l'argent avec des passeports sur eux, avec le nom et les plans qui ont été donnés par vous, les gens du PPACI. Ça là encore, vous allez dire que c'est faux. Mais le président Ouattara, il n'a pas fait de bruit. Il a tranquillement négocié avec les Français. Le 30 janvier 2025, on va signer des documents officiels pour dire aux Français, vraiment merci beaucoup de nous avoir beaucoup aidés. Mais ce n'est pas parce qu'on doit se séparer qu'on doit faire palabre. Dans la vie, là, toute chose a une fin. Dans le respect,
On va continuer à se respecter en tant que des États. On va continuer à travailler ensemble. On va continuer à aider mutuellement nos deux pays. Mais on n'aura pas eu besoin de faire de la comédie comme dans l'AES. Ou bien à dire, maintenant les Français s'en vont. Je crois que tout le monde doit être heureux. On va voir maintenant de quelle force vous êtes capable et de quoi vous n'êtes pas capable. Mais l'histoire retiendra que le 6 novembre 2004, au moment où l'armée française a bombardé toute l'aviation de Laurent Gbagbo, l'armée française a maté Blé Goudé et ses jeunes miliciens. Toi, Laurent Gbagbo, tu pouvais profiter, si tu étais menaçant, si tu étais un lion conquérant, tu pouvais dire, bon, ça suffit, cher Français, quittez la Côte d'Ivoire. Mais la mauviette que tu es, la poule mouillée que tu es, l'indigent que tu es, tu t'es toujours caché derrière la France. Tu as toujours pris des sommes pour remettre à la France. La France que tu critiques de tous les noms, tu les as toujours laissés en Côte d'Ivoire. Celui qu'on a dit qu'il allait vendre la Côte d'Ivoire, là, lui, il est venu aujourd'hui, il dit, ça suffit maintenant. Chers Français, on n'a pas besoin de trompettes, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Le 30 janvier 2025, on va signer les documents juridiques entre vous, les Français, et nous. Nous, on va reprendre notre territoire. Vous allez rentrer en France. Ce n'est pas palable. Nous s'amuser. La vie va continuer. C'est ce qu'on appelle être galant. C'est ce qu'on appelle un homme intelligent. Le monde change. Les réalités aussi doivent changer. Mais il y a une manière d'aborder les problèmes. Quand tu abordes les problèmes avec responsabilité, toutes les parties s'en sortent. Et tout le monde se sent à l'aise. Et donc, c'est encore une leçon pour dire à ces États du Sahel qui ont pensé qu'en disant bas la France, en utilisant les relents populistes, en essayant d'hypothéquer l'avenir de leur peuple, vous vous êtes mis dans une situation où vous avez multiplié vos ennemis. Alors que cela n'était pas la peine. Alors qu'on aurait pu utiliser une autre manière si vous aviez pris le temps de vous renseigner avec des personnes intelligentes, avec des personnes qui comprennent l'histoire de ce monde et qui savent comment le monde fonctionne, vous auriez pu vous en sortir autrement sans en arriver à là. Et donc, vous les pro-Gbagbo, j'avais quelque chose pour vous. Vous m'excuserez, je vais mettre le lien avant de parler parce que c'est très important pour moi. Quand je vous ai dit que vous aviez préparé des attaques en collaboration avec des djihadistes, je vais vous mettre le lien et je vais lire le document et je vais vous dire où c'est sorti. Et donc, vous me donnez une seconde pour pouvoir mettre le document. Je viens de mettre le lien. Je vais le répéter encore. Voilà. Je viens de mettre le lien 3 fois. Et donc, je vais lire et tous ceux qui peuvent. C'est un document que Amnesty International a réalisé sur la Côte d'Ivoire et que Amnesty a publié en février 2013. Toutes les attaques que je vous ai dit, l'année qui a été l'année la plus dure, c'était 2012. La majorité de ces attaques ont eu lieu là-bas. Après, on aura des attaques comme celle de 2017, avec le soulèvement militaire provoqué par Soro Guillaume. On aura l'attaque planifiée à partir du siège du GPS. Tout ça, on connaît. Mais le document, c'est basé sur une année où les attaques étaient très énormes. Où les gens avaient une volonté d'en découdre avec le régime du président Ouattara. Si un pro-Gbagbo vient dire que Gbagbo, c'est parce qu'on l'a attaqué là. Prenons 2012 et puis comptons le nombre d'attaques que vous-même, vous, les pro-Gbagbo, vous avez réalisé. Et voici la stratégie. Et voilà ce que vous étiez en train de faire. Mais c'est parce que Ouattara n'est pas une mauviette comme votre Laurent Gbagbo. Le document s'appelle « Situation en Côte d'Ivoire, affaire le procureur contre Laurent Gbagbo, annexe 28 public ». Rapport d'Amnesty International intitulé « Côte d'Ivoire, la loi des vainqueurs, situation des droits humains ». 2 ans après la crise post-électorale datant de février 2013. Ici, uniquement, c'est la page 10 et la page 11 que je vous lis. Et voici ce qu'on lit dans cette page. Comme c'est un peu long, je vais essayer de prendre seulement les parties importantes. Après quelques mois de relative accalmie, ça veut dire après l'arrestation de Laurent Gbagbo et après que Ousmane Chérif ait coupé la queue des Libériens pour les mettre jusqu'à 100 km à l'intérieur du Libéria, les attaques armées ont repris en 2012 et se sont multipliées à partir de juin 2012.
Donc, Alassane Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011. On a fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. À partir de juin 2012, non, c'était gâté au pays. Chaque jour, des attaques et des attaques. Le mois d'août 2012 a été particulièrement violent avec des attaques contre le camp militaire d'Akouedo à Abidjan et la prison de Dabou à 50 km d'Abidjan. Un mois plus tard, 2 commissariats de police et un poste de gendarmerie étaient attaqués à Port-Boué. Certaines de ces attaques semblent avoir été menées à partir des pays frontaliers. Qui sont ces 2 pays frontaliers, le Ghana et le Libéria? Qui étaient là-bas? Les Pro-Babo. C'est le cas de l'action lancée en août 2012 contre 2 positions de l'armée de Côte d'Ivoire dans la région de Touloupleu, à la frontière avec le Libéria. De même, le poste frontalier de la ville de Noé a été attaqué en septembre 2012 par des individus qui seraient venus du Ghana voisin. C'est là, c'était des attaques qui étaient planifiées par les Nyakate et autres. Des infrastructures économiques ont également été visées lorsque des individus armés en tenue militaire ont tenté de prendre le contrôle d'une centrale thermique à Abidjan, causant de sérieux dégâts. Les attaques se sont poursuivies et mi-décembre 2012, 2 militaires, bon, je vais donner leur matricule, ICC-02-11-0111-552. La loi des vainqueurs, Amnesty International. Ces 2 militaires ont été tués lors de l'attaque. Février 2013, l'armée nationale a été encore... Non, ça n'était pas février, ça je me trompe, c'est le document, pardonnez. Amnesty International, le document, s'il vous plaît, c'est moi qui me trompe. Voilà. Une autre attaque d'un poste de sécurité dans les environs d'Aboville, au nord-est d'Abidjan. L'identité des auteurs de ces attaques demeure à controverse. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a clairement accusé les pro-Babo d'en être les instigateurs. Donc à moi je parle là, je ne parle pas pour me faire plaisir. C'est le gouvernement de Ouattara même avec les informations qu'ils disent là. Et ils ont travaillé avec Amnesty International. Et les documents là, je peux vous donner les références de ces documents. ICC-02-11-01 bar 11-527 -annexe 28. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, 07-10-2013. 11 bar 83 RHPT, Côte d'Ivoire. Après encore, il y a le document AFR 31 bar 001 bar 2013, Amnesty International, février 2013. C'est là que j'avais voulu faire une confusion et puis j'ai corrigé. Et dans ces documents-là, Amnesty International, c'est ce document que je suis en train de lire, la synthèse. Le gouvernement d'Alassane Ouattara a clairement accusé les militants pro-Babo d'être les instigateurs de différentes attaques. Au lendemain de l'attaque contre le camp militaire d'Akouedo, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a déclaré dans un entretien à Radio France Internationale, RFI, ce sont des gens qui proviennent de la galaxie des miliciens pro-Babo et des militaires ex-FDS, c'est-à-dire Forces de défense et de sécurité, nostalgiques du régime de Laurent Gbagbo. Je pense aussi que tout a été ordonné par des ex-FDS pro-Gbagbo à partir du Ghana. Donc vous voyez que ce que je dis, c'est tellement clair. Si maintenant ce que je dis n'est pas vrai, là, allez poser plainte. Si vous n'êtes pas capable de venir me contredire, là, allez poser plainte. Bande de chiens que vous êtes. Cette thèse, c'est que Ahmed Bakayoko dit là, que ce soit vous les pro-Babo là, les plus de 100 attaques
qui a été faite entre le Libéria, la frontière Libéria, Côte d'Ivoire, Ghana, là, que c'est vous là, et puis Ahmed vous a accusé. Maintenant là, on dit, cette même thèse a été confortée par le groupe des experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on est là pour s'amuser? C'est quand Ahmed Bakayoko a dit là, que c'est vous les pro-Gbagbo là, vous avez fait plus de 100 attaques. C'est quand Ahmed Bakayoko a dit là, que Amnesty International a pris, et puis je suis en train de lire le document là. Ils disent que ce qui a été dit, que c'est vous qui attaquez plus de 100 tentatives d'attaque là. Que il y a le groupe des experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire qui a confirmé que c'est vrai. Dans un rapport publié le 15 octobre 2012, ce groupe d'experts de l'ONU a précisé des groupes armés composés principalement des mercenaires libériens et des miliciens ivoiriens agissant sur instruction et avec le soutien politique et financier direct des groupes extrémistes pro-Gbagbo en exil, multipliaient les attaques d'envergure de plus en plus meurtrières depuis la fin de la crise post-électorale. Ça veut dire quoi? Ah non, lui parle. Hey, moi je n'ai pas encore vu un garçon qui peut s'arrêter devant moi. C'est pas moi je fabrique les faits. Mais quand les faits sont là, je ne vais pas te regarder dans les yeux pour te dire la vérité. Ah non, non, moi je ne suis pas dans ça avec quelqu'un. Hein. Voilà, je suis en train de vous donner les preuves. Je vous ai dit que j'allais prouver. Je vous ai prouvé cela avec les affirmations du gouvernement. Mais ça peut être partisan. Je vous ai prouvé ça avec le rapport de l'Amnesty International. Je viens encore de vous prouver cela avec le rapport de l'ONU, des experts de l'ONU. Ce rapport-là date du 15 octobre 2012. Ils le disent clairement. Ceux qui soutiennent les plus de 100 attaques qui ont été faites à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, c'est vous les pro-Gbagbo en appui avec des miliciens libériens, des mercenaires libériens, des miliciens ivoiriens. C'est vous les pro-Gbagbo en exil au Ghana et au Libéria qui leur donnent de l'argent et qui leur donnent des armements. C'est pourquoi Damana Picasse, actuellement, là, il est devant la justice pour les attaques de Ndotré. Et vos gars qu'on a pris là, c'est eux-mêmes qui ont parlé. Et vous leur avez demandé de multiplier les attaques d'envergure. De multiplier, comme dirait quelqu'un, de faire monter le mercure. Tout ça pour tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, des chiens errants comme vous, non, Ouattara là, on est civilisé, non, on ne veut pas l'attaquer. C'est parce qu'il vous a mis ça profondément. Il a coupé vos queues sans anesthésie. Bande de défaillants que vous êtes. Vous avez fini d'échouer et vous voulez maintenant jouer les mauviettes pour penser que ça va tromper les gens. Le gouvernement ivoirien a également affirmé avoir déjoué plusieurs tentatives de coup d'État, notamment en mars 2012, lorsque les autorités ont arrêté un des responsables du groupe de la sécurité présidentielle de Laurent Gbagbo, le lieutenant Paulin Nyatao Kate. Hey, cher RSDP, ce sont les munitions que je vous donne. Si un merdeux de pro-Gbagbo vient dire, nous on est comme ça, il faut lui dire. Comment on a arrêté Paulin Nyatao Kate? Il était un des hauts responsables de la sécurité de Laurent Gbagbo. Mais comment les gens de Ouattara ont fait pour l'arrêter? C'est dans quel cadre? Il avait planifié un coup d'État en mars 2012. C'est dans ça qu'on l'a accueilli. Et tu veux que je te donne le nom de l'opération? Vous aviez surnommé ça Faucon Rouge. Moi, je vous ai dit là. Moi, je vous connais. Je serai votre cancer. Vous aviez appelé ça Faucon Rouge. Mais c'est devenu Faucon Noir dans vos gueules. Et comment ces attaques ont été planifiées? Vous aviez planifié une triple offensive. Vous attaquez Abidjan, vous attaquez la frontière du Ghana et vous attaquez en même temps la frontière du Libéria pour progresser vers l'intérieur du pays. Ce que j'ai dit là, ça va vous faire mal. Mais moi, je m'en fous. Et donc, ne venez pas nous faire croire que le régime de Ouattara là, si tu as vu qu'il a travaillé là, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Mais et les animaux, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Venez démentir. Opération Faucon Rouge là. C'était comment? Attaque sur Abidjan, attaque massive à la frontière libérienne et attaque massive à la frontière du Ghana.
Mais on a téléchargé ça. Jusqu'à moment où on a attrapé le cerveau. Paulin Nyatao Kate. Ça, c'était prévu en mars 2012. Et qui nous a cessé, qui a dit le nom là? C'est quand on a Gwara Paulin Nyatao Kate là, c'est lui-même qui a dit ça. Tellement c'était chaud sur lui. C'est lui-même qui a donné le mode opératoire. Celui-ci a révélé l'existence de l'opération. Je parle du lieutenant-colonel Paulin Nyatao Kate. Quand il a été ici là, dans son bâillement là, il dit, celui-ci a révélé l'existence de l'opération Faucon Rouge, qui prévoyait une triple offensive contre le pouvoir d'Abidjan, à partir des frontières Ghana et du Libéria, ainsi qu'à l'intérieur du pays, en utilisant une force d'assaut hétéroclite composée de militaires en exil, de démobiliser des forces ivoiriennes et des mercenaires libériens. C'est votre colonel, lieutenant-colonel là, qui a été attrapé là, c'est lui-même qui a donné le son. Lors d'une rencontre avec la délégation d'Amnesty International en octobre 2012, le ministre de l'Intérieur a remis au délégué de l'organisation un document décrivant plusieurs opérations, notamment 2 actions appelées Opération Araignée 1 et 2. Ça là, si ça ne vous suffit pas encore, quand Paulin Nyatao Kate a été arrêté, en octobre encore, vous avez mis en place l'opération Araignée 1. Si ça échouait, vous aviez encore prévu opération Araignée 2. Ahmed Bakayoko, en 2012, quand il a rencontré la délégation d'Amnesty International, il leur a remis ça. Il dit, voilà les documents. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les opérations Araignée 1 et 2? Selon ces plans, dont l'authenticité n'a pas pu être établie par Amnesty International, des pourparlers auraient eu lieu entre des militants pro-Gbagbo en exil et le capitaine Amadou Aya Sanogo, chef de la junte malienne, ainsi qu'avec un responsable du groupe islamiste armé malien Ansar el-Din, afin de préparer une incursion à partir de la frontière ivoiro-malienne. Ça fait 1. Blé Goudé, quand il était à la haie, il a écrit un livre. Blé Goudé que vous voyez là, il a écrit un livre. Il dit qu'il avait un compagnon de cellule qui était un djihadiste. Ce dernier lui a dit que les attaques de Grand Bassam là, l'attaque de Grand Bassam qui a eu lieu le 13 mars 2016 là, que lui, ce dernier l'a informé. Mais Blé Goudé pouvait informer les Ivoiriens. Mais Blé Goudé n'a pas informé les Ivoiriens. Blé Goudé a laissé que les Ivoiriens puissent mourir. Blé Goudé a laissé que les djihadistes viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Quand tu utilises une preuve contre quelqu'un là, et puis la personne ne peut pas sortir là. Si Blé Goudé dit que c'est faux là, dès que je vais finir, je vais prendre le lien de son livre là, je vais retrouver, puis balancer le lien pour que tout le monde puisse aller lire. Donc vous, on vous connaît. Mais le président Ouattara dit de vous dire que tout ça là, c'est un mauvais souvenir. Parce que tout ça là, ça est derrière nous. Si vous essayez cette fois-ci, ça ne sera pas bon pour vous. Parce que l'armée que vous allez trouver en face de vous, ça ne sera pas petit jeu. Mais ce que le président Ouattara dit là, c'est ce que lui et puis son armée ont préparé. Mais ce que nous les civils on prépare contre vous là, eh Dieu. Nous-mêmes on prie Dieu pour que ça n'a qu'à vite venir. Mais de toute façon, on va vous faire mal. Même au Rwanda, sera petit. Parce que tellement votre inconscience, votre inhumanité a dépassé toutes les bornes. Si on vous attrape, vous n'allez pas... L'histoire s'en souviendra. C'est tout. Quand tu parles et que tu es suffisamment digne, tu as suivi le direct, non? Oui. J'avais dit que Blé Goudé a dit que lui, il a collaboré avec un djihadiste. Quand il était à la DST, le djihadiste lui a dit qu'ils vont attaquer Abidjan. Blé Goudé était à Abidjan, Oui. mais Blé Goudé n'a pas informé les autorités. Est-ce que j'avais donné la preuve? Non. Je n'avais pas donné la preuve. Bon, je vais te donner la preuve et puis après, je vais mettre ça. Ceux qui disent
et qui veulent voir ce que je dis là, allez vous taper Jeune Afrique édition 2880 du 20 au 26 mars 2016. C'est une édition spéciale de Jeune Afrique. Parce que Jeune Afrique a souvent des éditions spéciales. C'est l'édition numéro 2880. Et cette édition-là couvrait du 20 au 26 mars 2016. Ils ont parlé du livre de Blé Goudé. Le livre de Blé Goudé qui s'appelle « De l'enfer, je reviendrai ». Ce livre-là a été publié le jeudi 24 mars 2016. Et ce livre est paru aux éditions du Moment. C'est le nom de l'éditeur. Si je donne toutes ces preuves-là, les défaillants et les sauvages qui sont là, c'est pour vous donner et vous dire allez regarder. Et puis avant que l'émission ne finisse là, je veux trouver un garçon pour venir dire que c'est faux. Le magazine panafricain précise que l'auteur parlerait de sa rencontre durant ce séjour à la DST avec Mohamed Abou Mustapha. Dans le livre de Blé Goudé, le livre qu'il a fait qui s'appelle « De l'enfer, je reviendrai », il a dit que lorsque lui, ils l'ont attrapé au Ghana et puis ils l'ont emmené en Côte d'Ivoire, lui, il était à la DST avec un djihadiste. Ce djihadiste-là s'appelait Mohamed Abou Mustapha. L'autre détenu, qui serait l'homme à tout faire de Mokhtar Belmokhtar. C'était ce Mohamed Abou Mustapha là. C'était un des lieutenants, un des hommes de confiance de Mokhtar le Borgne, le grand chef djihadiste qui a été neutralisé par les Français. À l'époque, il était vivant. Celui qu'ils ont attrapé à Abidjan, et puis il était en prison à la DST là. Blé Goudé dit que Mohamed Abou Mustapha lui a dit que lui, Mohamed Abou Mustapha, est un des bras droits de Mokhtar Belmokhtar, le chef des djihadistes maliens, et son groupe s'appelle Al-Mourabitoun. Al-Mourabitoun, si on veut traduire en français, ça veut dire les Almoravides. Selon Jeune Afrique, ce personnage aurait été le voisin des cellules de Charles Blé Goudé durant 9 mois à la DST. Donc, Jeune Afrique, dans son édition numéro 2880, édition spéciale du 20 au 26 mars 2016, lorsqu'ils ont interviewé Blé Goudé sur son livre « De l'enfer, je reviendrai », ce livre qui est paru aux éditions du Moment, Blé Goudé dit à Jeune Afrique, moi et puis Mohamed Abou Mustapha, le bras droit de Belmokhtar, on a résidé ensemble à la DST pendant 9 mois. Cette proximité entre les deux personnages aurait fait naître une complicité de laquelle des confidences ont été livrées. Et donc, comme ils étaient en prison pendant 9 mois ensemble, ils sont devenus proches, ils ont partagé des secrets. Ainsi, l'hebdomadaire panafricain révèle que Mohamed Abou Mustapha aurait fait des confidences à son co-détenu, des confidences de taille sur les attaques djihadistes. Ils étaient devenus tellement proches. Blé Goudé et puis le djihadiste Mohamed Abou Mustapha étaient devenus tellement proches que Abou Mustapha Mohamed a fait des confidences à Blé Goudé qu'il aura des attaques djihadistes à Abidjan. Il aurait déclaré, ajoute le texte de Jeune Afrique, que plusieurs personnalités européennes, surtout les Français et des autorités ivoiriennes, ainsi que des plages et des grands hôtels de la Côte d'Ivoire étaient dans le viseur des djihadistes. Et Mohamed Abou Mustapha a dit à Blé Goudé, bientôt là, on va attaquer des personnalités européennes, surtout les Français. Il y aura des attaques djihadistes, on va les cibler. Mais on va aussi tuer des autorités ivoiriennes. Et on va profiter pour faire du nettoyage sur les plages et puis dans les grands hôtels de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce qu'il disait dans son livre était vrai ou faux? La question reste posée. Mais avec la récente attaque de plusieurs hôtels situés sur la plage de Grand Bassam, tout porte à croire que les informations que
que livre Charles Blé Goudé dans son livre de l'enfer, je reviendrai, sont à prendre au sérieux. On s'arrête là. C'est déjà suffisant. Maintenant, pourquoi Blé Goudé n'a pas voulu donner l'information s'il aimait les Ivoiriens? Pourquoi il n'a pas donné l'information pour sauver les Ivoiriens? Parce que ceux qui sont morts là, les djihadistes ne savent pas faire la différence entre les Ivoiriens du Nord et du Sud. Est-ce que les objectifs n'ont pas atteint? Est-ce que les djihadistes n'ont pas atteint leurs objectifs? La seule cible qu'ils n'ont pas atteint, c'est peut-être les autorités ivoiriennes. Mais est-ce que Blé Goudé ne souhaitait pas vraiment que les djihadistes puissent aussi attenter à la vie des autorités ivoiriennes? Donc voilà ce qu'on appelle la vérité. Quand on met là, tu ne peux pas dire c'est faux. Et donc, vraiment, merci beaucoup, le Cyclone.